Je me souviens encore du moment précis où tout a basculé. Un instant, j'étais perdu dans le bruit familier de l'étage ouvert de Meridian Tech, le léger cliquetis des claviers, le bourdonnement sourd des serveurs dans l'arrière-salle, le rugissement assourdi du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Mon écran brillait de lignes de code écrites des années auparavant, un code qui permettait à cet endroit de fonctionner quand les systèmes étaient en panne partout ailleurs. J'ai respiré la légère odeur de toner d'imprimante et de café rassis, me suis enfoncé plus profondément dans mon fauteuil en maille usée et j'ai bu une gorgée de ma tasse ébréchée, meilleur architecte du monde, une blague que Richard Grant m'avait faite lorsqu'il m'avait promu architecte système en chef 3 ans plus tôt. Puis il est entré. Michael Grant, vêtu d'un costume bleu marine coûteux qui sentait l'amidon et le sentiment de droit acquis de Taylor, est entré dans notre espace de travail comme s'il en possédait chaque centimètre cube, même s'il n'était presque jamais venu pendant son stage. Ses cheveux lissés en arrière reflétaient le soleil matinal tandis qu'il s'arrêtait devant mon bureau, les mains jointes comme s'il s'apprêtait à animer un séminaire de motivation. Il s'éclaircit la gorge et la salle sembla se taire. « Bonjour à tous », annonça-t-il d'une voix claire et posée. « À compter d'aujourd'hui, je suis le nouveau PDG de Meridian Tech Solutions. » Il applaudit une fois bruyamment, comme pour ponctuer la chute de quelqu'un. Des changements passionnants arrivent. Passionnant. Ce mot m'a frappé comme un courant d'air glacé. Je n'ai pas applaudi. Je ne l'ai jamais fait. J'avais passé les 17 dernières années à construire cet endroit, à coder, à concevoir des réseaux, à former chaque nouvelle recrue et je savais exactement ce que signifiait réellement « changement passionnant ». Pour Michael, je n'étais rien de plus qu'une ligne obsolète dans le tableau de paix. Un vestige d'une époque antérieure au déploiement cloud natif et aux microservices, ceux-là même dont j'avais été le pionnier ici. Il a vu un ensemble d'actifs obsolètes prêts à être rationalisés. Tout autour de moi, les visages affichaient des sourires polis et des applaudissements épars. Mais je continuais à écrire, faisant semblant de ne pas remarquer la chaleur qui me montait aux joues. Sous le calme apparent, un frisson familier m'envahissait. Le même frisson que j'éprouvais en résolvant un problème que personne d'autre ne pouvait résoudre. Parce que je savais ce que Michael ignorait. Le véritable pilier de cette entreprise n'était pas son capital risque ou ses icônes de bureau tape à accent grave l'œil. C'était l'architecture que j'avais passé près de 2 décennies à peaufiner. Richard avait cru en moi autrefois. Il avait perçu ma valeur. Il m'avait fait confiance pour développer les systèmes qui alimentaient chaque contrat client et chaque cycle de paix. Mais la santé de Richard l'avait trahi. Il avait donc transmis les rênes à son fils, confiant que Michael respecterait cet héritage. Alors que Michael examinait notre étage avec un sourire exercé, je réalisais à quel point il avait tort à notre sujet. Dans ce silence chargé, je me suis fait une promesse silencieuse, si Michael pensait pouvoir démanteler ce que j'avais construit, ce dont dépendaient tant de collègues, sans conséquence, il avait tort. Et je connaissais déjà la clause qu'il n'avait jamais lue. Je me surprends souvent à revenir à ces premiers jours où Meridian Tech n'était guère plus qu'un bâtiment de 2 étages niché entre un pressing et un kiosque à café. Je venais de sortir de l'université, armé d'un diplôme en informatique et d'une conviction inébranlable que le code pouvait changer le monde. Dès mon premier jour, j'ai découvert que l'épine dorsale de l'entreprise reposait sur des serveurs protégés par du ruban adhésif et des scripts à moitié documentés. Un sourire audacieux illumina mon visage. Défi accepté. Au cours de la décennie suivante, j'ai consacré toute ma curiosité et mon entêtement à construire quelque chose de meilleur. J'ai conçu l'infrastructure réseau initiale, en concevant des redondances si intelligentes que même moi j'oubliais parfois comment elles fonctionnaient jusqu'à ce que j'en ai besoin. Bien sûr, j'ai créé la base de code monolithique qui gérait notre plateforme de facturation client. Puis je l'ai vu se transformer au fil des années en un système modulaire avec des microservices, grâce au petit squelette infatigable que j'avais établi au début. Lorsque les pare-feux tombaient en panne ou que les bases de données plantaient, ce qui est inévitable dans toute entreprise technologique, j'étais celui que les gens appelaient à 3 heures du matin. Un café à la main, le bout des doigts brillant sous la lumière de l'écran tandis que je traçais les vidages sur incident et corrigeais les vulnérabilités. Je ne l'ai pas fait pour les éloges. Je l'ai fait parce que résoudre ces problèmes était comme composer de la musique. Chaque ligne de code était une note dans une symphonie de 1 et de 0. Mais quelque part en chemin, je suis devenu indispensable. J'ai formé chaque nouvelle recrue informatique, les stagiaires les yeux écarquillés devant les routeurs clignotants, les ingénieurs juniors nerveux devant ma tasse de « meilleur architecte du monde ». Je leur ai appris non seulement à rédiger des requêtes efficaces, mais aussi à penser comme des architectes, anticiper l'échelle, construire pour l'échec et surtout, ne jamais sous-estimer l'élément humain dans la technologie.
Il y a 3 ans, je me suis retrouvé dans le bureau lambrissé de chêne de William Grant. Il observait mon travail depuis des années, impressionné par mon dynamisme incessant et l'influence discrète que j'exerçais sur chaque système sur lequel nous comptions. Il m'a proposé le titre d'architecte système en chef, un rôle qui comportait un siège à la table de direction et une clause profondément enfouie dans mon contrat. Si jamais j'étais licencié sans motif valable ni indemnité de départ, m'a-t-on dit, j'ai le pouvoir de révoquer tous les privilèges d'administrateur que je contrôle. Cela semblait excessif, comme une assurance contre un scénario apocalyptique. Mais William a insisté, Sarah, m'a-t-il dit, la voix teintée de sa chaleur habituelle, si tu dois porter cette entreprise sur tes épaules, tu mérites d'être protégé. Pendant ce temps, Michael Grant suivait un chemin très différent. Il a réussi un stage d'été sans problème avec tous les attributs du privilège, costume sur mesure, présentation privilégiée et plus de connexions LinkedIn que d'expérience pratique. Un après-midi, il a présenté un morceau de code pour une mise à jour de fonctionnalités mineures. Une faute de frappe dans sa requête a presque exposé notre base de données clients sur Internet. Je suis tombé dessus lors d'un audit de routine et je l'ai corrigé avant que quiconque ne le remarque. Je ne lui en ai jamais parlé. Cela me semblait mesquin de jeter un stagiaire mécontent sous un bus, mais je soupçonne que Michael n'a jamais oublié que je l'avais sauvé de lui-même. Ainsi, lorsque je regarde autour de moi nos centres de données étincelants et nos plateformes robustes, je vois bien plus que du matériel et des logiciels. Je vois l'accumulation de chaque nuit tardive, de chaque crise évitée de justesse, de chaque ingénieur que j'ai encadré. Je vois 17 ans de loyauté. Quelque chose que Michael est sur le point d'apprendre. Vous ne pouvez pas simplement passer outre avec une note du conseil d'administration. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 15h58, plus que 2 minutes avant la réunion qui serait censée être mon dernier acte à Meridian Tech. Le couloir était étrangement silencieux tandis que je passais devant des salles de conférence aux parois de verre, leurs diaporamas d'économiseurs d'écran bourdonnant des statistiques du dernier trimestre. Je portais mon carnet de notes, avec des points sur la santé du système, les mises à niveau en attente, les mises à jour du statut de l'équipe, comme un bouclier. Si Michael s'attendait à des larmes ou à de la panique, il serait déçu. J'ai frappé une fois à la porte de son bureau. « Entrez », dit-il sans lever les yeux. Il me tournait le dos, les épaules droites tandis qu'il scannait quelque chose sur son ordinateur portable. La veste de costume qu'il avait empruntée à son père était accrochée de manière gênante sur la chaise derrière lui, comme s'il ignorait toute la valeur qu'il pensait qu'elle lui apportait. « Sarah, assieds-toi. » Il fit un geste vers le fauteuil en cuir face à son bureau en acajou. L'air sentait légèrement le cuir neuf et l'eau de colonne éventée. Je me suis perché sur le bord de la chaise, mon carnet sur mes genoux, et je me suis forcé à respirer régulièrement. Michael ferma son ordinateur portable avec un geste exagéré et se pencha en arrière. « Sarah Mitchell, commença-t-il, comme si ses paroles étaient l'aboutissement d'un grand débat, vous êtes ici depuis longtemps. » Son ton exprimait la désinvolture habituelle de quelqu'un qui annonce une mauvaise nouvelle à un subalterne. « 17 ans, répondis-je doucement. Il eut un sourire narquois, les yeux plissés. 17 ans pour faire quoi exactement? Corriger du code hérité? Tendre la main à tous les jeunes ingénieurs qui ne comprenaient pas les déploiements modernes? Il tapota son stylo contre le bureau, un métronome de dédain. Je suis resté silencieux. Mon carnet est resté oublié. Je pouvais sentir la vieille poussée d'adrénaline familière, froide. J'ai déjà été confronté à des pannes de système plus importantes que celle-ci, mais jamais à une attaque directe contre ma carrière. Michael se pencha en avant, la voix plus aiguë maintenant. Je ne dépenserai plus un centime pour un employé inutile. Tu es fini ici. Les mots sont tombés à plat et définitifs. Mon pouce est accéléré, mais mon visage est resté calme. J'ai incliné la tête. Compris, dis-je doucement. Il cligna des yeux, s'attendant à quelque chose, de la colère, des supplications, au moins une réplique. Je n'en ai proposé aucun. Son sourire narquois s'est estompé. Et les indemnités de départ? Les RH vous contacteront, a-t-il ajouté, comme pour apaiser un enfant avec des bonbons. Je me suis redressé. Selon le contrat que j'ai signé avec ton père, la rupture est automatique. Je laisse l'implication planer dans l'air vicié. Vous devriez peut-être revoir les termes exacts, dit-il en fronçant les sourcils. Je n'ai pas besoin d'un cours sur la paperasse, marmonna-t-il. Je ne te fais pas la morale, ai-je répondu. Je souligne simplement ce que tu as oublié. Il s'assit,
l'élan faisant tomber de travers les papiers sur son bureau. « Tu es insubordonné » siffla-t-il. Je me suis levé, la chaise raclant légèrement le sol. J'énonce simplement des faits. J'ai rassemblé mon carnet. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Je me suis retourné et je suis sorti, les pas résonnant dans le couloir comme s'ils marquaient ma reconquête de chaque pas. Une fois les portes de sécurité franchies, j'ai expiré non pas parce que j'avais peur, loin de là, mais parce que le vrai travail ne faisait que commencer. Je souris intérieurement, les doigts me picotant. Qu'il ignore le reste de mon contrat. Il apprendra bientôt que certaines clauses ont des conséquences dévastatrices. Ce soir-là, bien après que les lumières du bureau se soient éteintes et que les ascenseurs aient ronronné doucement jusqu'au hall, je me suis installé dans mon fauteuil de bureau à domicile avec une tasse de thé à la camomille. La vapeur s'est envolée dans la lumière de la lampe lorsque j'ai ouvert le dossier intitulé « Contrat exécutif d'atténuation et de gouvernance ». Le document que William Grant m'avait personnellement fait parcourir 3 ans plus tôt. Sous la lumière vacillante de ma lampe de bureau, les mots semblaient inoffensifs, du jargon juridique empilé dans des sections numérotées, des clauses subsidiaires enfouies sous des définitions et des exceptions. Mais mon doigt a tracé une ligne spécifique. En cas de résiliation par l'entreprise sans motif ni indemnité de départ comme stipulé dans les présentes, l'employé sera autorisé à révoquer, suspendre ou modifier tous les privilèges administratifs, identifiant d'accès ou intégration propriétaire sous le contrôle de l'employé en attendant une résolution par arbitrage ou recours juridique. Je me suis souvenu du ton mesuré de William quand il a dit cela. Sarah, tu es la clé de voûte de notre système. Si jamais la direction te licencie injustement, je veux que tu aies une solution de secours. À l'époque, j'avais hoché la tête pensivement, écoutant à moitié les mises en garde de l'avocat. Cela ressemblait à une assurance lointaine contre un scénario apocalyptique, quelque chose que vous ne voudriez jamais utiliser, mais dont il était réconfortant de savoir qu'elle existait. Maintenant, avec la douleur des paroles de Michael encore fraîches dans mon esprit, cette clause n'était plus théorique. C'était mon levier. J'entendais presque son air suffisant et dédaigneux, la façon dont il considérait les vieux contrats comme des reliques. Il n'avait jamais déchiffré les petits caractères. Il n'avait jamais pris le temps de réfléchir à ce qu'impliquaient réellement les privilèges administratifs. Après 17 ans de conception méticuleuse, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé. Mes doigts se sont dirigés vers le tableau de bord d'administration à distance, la passerelle vers chaque environnement critique. Là, caché sous les fonctions de maintenance de routine, se trouvait le protocole de gouvernance d'urgence. L'étiquette était grisée, dissimulée derrière des couches d'autorisation que seul mon compte pouvait contourner. L'activer ne se faisait pas en un seul clic. C'était une simple liste de contrôle mental. Commencer par verrouiller les serveurs d'annuaires principaux. Ensuite, révoquer les rôles d'utilisateurs liés au traitement de la paie. Désactiver ensuite les jetons API pour les portails clients. Enfin, suspendez le cluster de communication interne. L'interface m'a averti, la procédure suspendra les services essentiels. Confirmé. J'ai marqué une pause. Il ne s'agissait pas de destruction vindicative. Il s'agissait de faire respecter un contrat que Michael avait ignoré. J'ai donc cliqué sur confirmer. Instantanément, les systèmes que j'avais construits pendant près de 2 décennies se mirent à trembler. J'ai vu les indicateurs d'état passer du vert à l'orange, puis au rouge inquiétant. Mon cœur s'emballa, non pas de regret, mais d'une détermination justifiée. Chaque composant que je verrouillais me rappelait que le savoir, l'expertise et la prévoyance juridique pouvaient surpasser l'autorité héritée. Alors que le dernier service s'éteignait, j'ai fermé le tableau de bord et me suis adossé à mon siège. La clause avait fait son effet. Je n'ai supprimé aucune ligne de code. N'importe quel avocat pourrait confirmer que ce serait illégal. Au lieu de cela, j'ai appliqué la solution précise que William et moi avions élaborée. J'ai pris en otage le moteur numérique de l'entreprise jusqu'à ce qu'elle respecte le caractère sacré de notre accord. J'ai replié le contrat dans son dossier et l'ai rangé dans le tiroir supérieur de mon bureau. Demain, les conséquences commenceraient. Mais ce soir, la clause cachée avait révélé son véritable pouvoir, et moi aussi. Le lendemain matin, je suis arrivé à mon ordinateur portable avant l'aube, comme un rituel après une nuit blanche. Grâce à une authentification unique, j'ai accédé au tableau de bord d'administration à distance. L'interface m'a accueilli avec des rangées de barres d'état. Serveur, base de données, paie, communication, tout était d'un vert chatoyant.
Michael n'avait toujours pas réattribué mes privilèges, et les RH ne m'avaient pas contacté. Ils pensaient que j'allais disparaître discrètement. J'ai survolé l'onglet « Protocole de gouvernance d'urgence », celui-là même que j'avais consulté la veille. Mon doigt tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'impatience. Je me suis rappelé les paroles de William, « N'en use que lorsque tu es injustement mis à l'écart ». C'était ce moment-là. Avec un calme mesuré, j'ai lancé la première commande, verrouiller les services d'annuaire. Presque instantanément, le portail des employés de l'entreprise, où chacun consultait ses bulletins de paie et demandait des congés, s'est éteint. Une cascade d'alertes a retenti sur mon téléphone, connexion refusée, service inaccessible, authentification échouée. Je les ai ignorés. Ensuite, j'ai révoqué les rôles liés au traitement de la paie. J'ai vu l'indicateur d'état de la paie passer de « en cours » à « arrêté ». Compte fournisseur, note de frais, paiements automatiques des fournisseurs, tout s'est arrêté. Mes anciens coéquipiers, dont beaucoup dépendaient du versement de ce dépôt sur leur compte, en ressentiraient les effets en quelques heures. Puis est arrivé le CRM. J'ai suspendu tous les jetons API qui touchaient aux données clients. Les commerciaux qui étaient sur le terrain ce matin se sont retrouvés face à un mur. Pas d'historique client, pas de détails de contrat, aucun moyen d'enregistrer les appels. J'imaginais leurs visages perplexes devant des écrans figés. Je fis une pause pour siroter mon café et laisser la gravité de ce que je faisais s'installer. Ce n'était pas une destruction malveillante. C'était une pause légalement autorisée, un ultimatum gravé dans un contrat que Michael n'avait jamais lu. Finalement, j'ai désactivé le cluster de messagerie interne. Les serveurs de chat, les relais de messagerie, et même les notifications de notre robot café ont clignoté. Le rythme cardiaque de Meridian Tech a bégayé, puis s'est arrêté. Un seul voyant d'état est resté allumé, ma propre connexion sécurisée, toujours verte. J'ai fermé le tableau de bord et me suis adossé à mon siège. Dans ce moment de silence, le silence semblait immense. Je n'ai supprimé aucune ligne de code. Cela aurait été illégal et mesquin. Au lieu de cela, j'ai exécuté le protocole d'urgence à la lettre, maintenant les ressources numériques de l'entreprise en suspens jusqu'à ce qu'il honore notre accord. En milieu de matinée, mon téléphone a explosé. Marc, mon ancien analyste principal, m'a envoyé un SMS, « Sarah, que s'est-il passé ? Tout est en panne. » Puis j'ai reçu un appel de la réception. « Mademoiselle Mitchell, les systèmes sont hors ligne. Les clients ne peuvent pas se connecter. » Je les laisse laisser des messages vocaux. Juste avant midi, Michael a finalement appelé. Sa voix était affolée. « Sarah, qu'as-tu fait ? » J'ai parlé lentement, posément. J'ai invoqué la clause que vous n'avez jamais lue. Il balbutia, « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est notre infrastructure principale. » C'est votre erreur fondamentale, ai-je répondu. Vous m'avez viré sans motif. Vous avez ignoré notre contrat. Il y eut un long silence, puis une respiration haletante. J'ai simplement dit, quand tu seras prêt à respecter l'accord, fais-le-moi savoir. Et j'ai raccroché, sachant que les chaînes que j'avais forgées tiendraient bon jusqu'à ce qu'elles le fassent. En milieu de matinée, le calme inquiétant de mon appartement fut brisé par un déluge de notifications. Mon téléphone vibrait sans arrêt. SMS d'anciens collègues, messages vocaux des RH, messages de personnes que je n'avais pas contactées depuis des années. Chaque alerte était une onde de choc dans l'onde de choc que j'avais déclenchée. Marc, mon analyste principal, fut le premier à enfreindre le protocole. « Sarah, je suis bloqué sur tout », disait son message. Portail de paie, dépôt de code, même le robot café. « Et vous ?» Son message s'éteignit. Je ne répondis pas. La panique monta. Puis sont arrivés les courriels d'entreprise, les réponses automatiques des fournisseurs et des clients, services indisponibles, erreurs de connexion, demandes impossibles à traiter. Sur mon écran, des bannières d'erreurs rouges clignotaient dans des interfaces utilisateurs familières, rappels obsédants du pouvoir que je détenais. Je me suis versé une tasse de café frais et j'ai laissé la vapeur embuer mes verres, savourant le calme avant la tempête. À 11h38, mon téléphone a sonné. Appelant, Michael Grant, PDG. Son nom à lui seul a suffi à me faire battre le cœur, mais cette fois, c'était de l'impatience, pas de l'anxiété. J'ai appuyé sur le bouton vert. « Bonjour, Michael. » Sa voix résonna dans le haut-parleur, étranglée par la fureur et la panique. « Que as-tu fait, Sarah ?
Tu as fait fermer toute l'entreprise. Je me suis adossé à ma chaise. Pas toute l'entreprise, ai-je corrigé calmement. Juste les systèmes dont tu as hérité, mais dont tu n'as jamais assumé la responsabilité. Il entendit un bruit étranglé de son côté. Mi-rage, mi-peur. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne comprenez pas ce que vous avez perturbé. La paix, le service client, et même nos rapports de conformité gouvernementaux. Je comprends parfaitement, ai-je interrompu. Je les ai conçus. Mes paroles étaient mesurées. Chaque syllabe me rappelait qui j'étais et ce que j'avais construit. Vous m'avez licencié sans motif, sans indemnité. Vous avez activé une clause que vous n'avez jamais lue. Il toussa comme s'il s'étouffait. Ce n'est qu'un détail juridique. On peut régler ça. Il suffit de rétablir mon accès. J'ai joint les mains en sirotant mon café. La réparation exige une reconnaissance. Premièrement, vous reconnaissez publiquement votre licenciement abusif. Deuxièmement, vous présentez des excuses officielles au conseil d'administration et au personnel. Troisièmement, vous rétablissez les indemnités de départ et les arriérés de salaire pour mon équipe. J'ai énuméré chaque demande clairement, les laissant en suspens. Le silence grésillait sur la ligne. Je l'entendais presque absorber chaque terme, le poids de sa gaffe s'accumulant. C'est beaucoup, dit-il finalement, la voix rauque. C'est juste, ai-je répondu. Parce que votre négligence met en danger les moyens de subsistance de tous les employés, et vous devez démontrer que vous en comprenez les conséquences. Sa respiration était désormais irrégulière. Et si je refuse? Je posai ma tasse délibérément. Alors ces systèmes restent hors ligne. Laissez votre conseil d'administration expliquer au client pourquoi Meridiantech ne peut pas traiter une seule transaction. Il déglutit difficilement. Je vais parler au conseil d'administration. Bien, dis-je doucement. On se retrouve une fois que tu auras accepté mes conditions. Je raccrochai avant qu'il ne puisse discuter davantage. Je me rassis, laissant la gravité de la conversation retomber. Le PDG, autrefois si suffisant, s'efforçait désormais de sauver la face. Tout cela parce qu'il avait sous-estimé la femme qu'il venait de licencier. Je n'ai demandé ni augmentation ni indemnité. J'ai demandé du respect. Voici ce que tu dois faire, ai-je dit à Michael. Premièrement, reconnais publiquement que tu m'as licencié à tort. Pas à huis clos, mais devant ton conseil d'administration et tes collaborateurs. Deuxièmement, présente des excuses officielles. Reconnais ton erreur et admets que tu n'as pas lu le contrat que tu as signé. Troisièmement, rétablis les indemnités de départ et les arriérés de salaire de chaque membre de mon ancienne équipe qui s'est démenée pour réparer ton erreur. Il balbutia, ce n'est pas de la charité. Je l'ai interrompu. C'est la décence la plus élémentaire. Vous aviez le pouvoir de maintenir cette entreprise en bon état ou de la détruire d'une simple décision. Maintenant, vous devez montrer que vous comprenez ce que signifie réellement loyauté et compétence. Tant que vous ne le ferez pas, ces systèmes resteront verrouillés. Il resta silencieux. J'ai raccroché, sachant que le respect ne s'achète pas. Il se mérite, clause par clause. 2 jours plus tard, le conseil d'administration s'est réuni en urgence. J'ai observé les grains de poussière danser dans la lumière de mon bureau tandis que mon téléphone vibrait à nouveau. Cette fois, une invitation d'agenda. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Meridiantech Solutions. Le nom de Michael apparaissait dans la liste des participants, son titre paraissant désormais creux à côté de celui de Diane Price, présidente du conseil d'administration. J'ai envisagé de m'inscrire, mais j'ai préféré observer de loin. Laissons-les se débattre. L'entreprise que j'avais soutenue pendant 17 ans était désormais dans une impasse. Fournisseurs menaçant d'engager des poursuites judiciaires, salaires gelés, contrats clients en suspens. J'ai parcouru les alertes presse, panne système Meridiantech, clients bloqués, conseil d'administration sous pression, et j'ai ressenti une satisfaction sourde. Ils redoutaient mes exigences, aveux publics, excuses et licenciements pour mon équipe. Ils allaient maintenant devoir choisir entre accepter mes conditions ou voir l'entreprise se saigner. Quoi qu'il en soit, la clause que j'ai invoquée les a pris en otage. Et j'étais ravi de voir la situation se dérouler. Lorsque la liaison vidéo a sonné, j'ai cliqué et me suis retrouvé face à 6 membres du conseil d'administration réunis derrière une table en acajou poli. Diane Price était assise au centre, l'expression indéchiffrable. Michael était assis sur le côté, les épaules affaissées,
le regard creux. J'ai pris une inspiration et j'ai dit « Merci d'être venu si vite ». J'ai commencé d'une voix ferme. Je suis Sarah Mitchell, architecte système en chef depuis 17 ans. J'ai exposé la clause, son origine, sa formulation et la violation de Michael lorsqu'il m'a licencié sans motif ni indemnité. Les visages ont changé. Diane a froncé les sourcils. D'autres directeurs ont échangé des regards. Est-ce exact, Monsieur Grant, demanda Diane en s'adressant à Michael, qui s'éclaircit la gorge. Il balbutia un aveu d'oubli. J'ai insisté. Le rétablissement de l'accès nécessite votre reconnaissance publique, des excuses officielles et une indemnité de départ garantie pour mon ancienne équipe. Un silence tendu s'ensuivit. Puis Diane hocha la tête. Nous comprenons, dit-elle. Nous respecterons vos conditions. Le soulagement m'envahit. Le respect. Enfin gagné. Après l'approbation unanime de Diane par le conseil d'administration pour honorer mes conditions, j'ai senti le poids de 17 ans de travail commencer à s'alléger. Diane a décrit les prochaines étapes. Une déclaration officielle serait rédigée, reconnaissant le licenciement abusif de Michael. Des excuses seraient présentées lors de la prochaine réunion générale. Les RH calculeraient et distribueraient les indemnités de départ et les arriérés de salaire pour chaque membre de mon ancienne équipe qui s'était démenée pour ramasser les morceaux. Une fois ces opérations terminées, Diane a déclaré « Nous restaurerons vos privilèges d'administrateur afin que vous puissiez remettre les systèmes en ligne. » Je me suis reconnecté au tableau de bord du protocole d'urgence. Chaque interrupteur, autrefois désactivé, brillait maintenant, attendant mon autorisation. J'ai entré une commande rapide pour réactiver les services d'annuaire, suivi des processus de paie, des API CRM et des clusters de messagerie. Alors que chaque sous-système clignotait du rouge au vert, j'ai vu le battement de cœur numérique de Meridiantech revenir. Simultanément, j'ai rédigé un bref courriel à Diane confirmant la réception de leur engagement, offrant ma disponibilité pour superviser personnellement la restauration. J'ai précisé que les membres de mon équipe devraient recevoir leur salaire rétroactif dans la semaine et que les excuses publiques devraient être prévues au plus tard dans les 48 heures, avec les formalités réglées et les systèmes rétablis. J'ai fermé le tableau de bord. Le bureau s'est à nouveau animé. Les emails routaient, les serveurs ronronnaient, les fournisseurs traitaient les factures. Mais plus important que la technologie était le message envoyé, le respect et la compétence comptent. J'avais utilisé une clause cachée, non par cupidité, mais par souci de justice. Ce faisant, j'avais veillé à ce que personne chez Meridiantech ne sous-estime plus jamais l'élément moteur de leur succès. 2 semaines après la restauration des systèmes Meridiantech, je me suis retrouvé à mon bureau à domicile. Cette fois, non pas sous la contrainte, mais par choix. J'ai intégré Mitchell Systems, un cabinet de conseil ligne composé d'anciens collègues de Meridian et de nouveaux diplômés ambitieux. Notre mission, construire des infrastructures sécurisées et résilientées, tout aussi important, apprendre aux ingénieurs à se protéger avec des contrats étanches. Chaque matin, j'anime une réunion rapide avec notre équipe de 5 personnes. Nous partageons des analyses de code, réfléchissons à des protocoles de sécurité et discutons des hypothèses juridiques que la plupart des entreprises technologiques négligent. Aujourd'hui, nous concevons une architecture multilocataire pour un client de commerce électronique en pleine croissance. Demain, nous aborderons les clauses contractuelles qui accordent aux ingénieurs des droits de gouvernance d'urgence. Meridiantech a désormais un nouveau PDG, une femme nommée Dana Reynolds, personnellement sélectionnée et recommandée par William Grant. Elle m'a demandé conseil pendant leur transition, et j'ai proposé de la consulter sur la base d'un honoraire, mais je ne supporte plus la pression de devoir maintenir seule une entreprise à flot. Certaines nuits, je vois des nouvelles d'une autre panne et je souris, sachant que nous ne sommes pas sur cette liste. Ma valeur ne réside pas dans une seule base de code ou commande, mais dans la création et l'autonomisation d'ingénieurs résilients. Je n'ai pas seulement repris ma carrière en main, j'ai ouvert la voie à ceux qui me suivent.